Love is a beautiful thing created by God. He who finds a wife finds a good thing. Teddy B play Willie ball and a lane, some saxophone. It's our happy day. Baby, sunajua siku kuu ni leo. Hello, baby, sunajua siku yetu leo. Hello, baby, sunajua na kuoa leo. Hello, baby, ile keki twalikata leo. Hello, baby, 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 wewe ndo sweet pie, sweet pie, ndo machoma. My sweet angel, my oxygen, yo. Say yes I do, baby yes I do. Say yes I do, baby yes I do. Say yes I do, baby yes I do. Yes I do, baby yes I do. Nimekubali mwito wako, tena sitola feti. Vile ulikubali mwito wangu, I fall in love with you. Hello, hello, baby, I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife, but I could only tell you yes. If I had that love, I'd treat me Numéro like 145 connaît l'essentiel de votre travail. Vous avez la parole. Président, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances pour tous ses bienfaits. Nous exprimons du fond de cœur nos sentiments de reconnaissance au professeur ordinaire Kola Gonze Roger et au professeur ordinaire Mouyamba Kalumba William, respectivement promoteurs et copromoteurs de ce travail scientifique. Nos sentiments d'ultime gratitude s'adressent au professeur Mamba Kabasu Claude, Mbimene Yalaba Célestin et Fumunzanda Kimonga Théodore, respectivement président, secrétaire et suppléant au présent jury, surtout pour vos disponibilités dans un moment aussi historique de notre parcours scientifique. Nous vous disons infiniment merci. Nos sentiments de reconnaissance s'adressent aussi à toute l'assistance ici présente dans la salle pour cet amour manifesté d'être là parmi nous pendant la défense de notre mémoire de DA. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, les mémoires que nous avons l'honneur de présenter ce jour s'intitulent « Problématique de la fiscalisation du secteur de marketing relationnel en République démocratique du Congo. Analyse critique des occupations lucratives des entrepreneurs ». Monsieur le Président du jury, nous avons constaté que l'activité du marketing relationnel, malgré les revenus importants que ça génère, reste essentiellement un secteur informel dans notre pays. Et étant fiscaliste, nous avons trouvé l'intérêt de réfléchir sur la proposition de sa fiscalisation comme l'ont fait le reste du monde. Face à cette situation, la présente étude était conduite par un questionnement formulé comme suit à la problématique. Première question. Les entreprises du secteur de marketing relationnel et leurs clients sont-ils répertoriés par les fiscs congolais? La deuxième question. Quel est l'état de lieu de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Troisième question. Est-ce que le marketing relationnel est légal en République démocratique du Congo? Et enfin, la dernière question. La fiscalisation du secteur de marketing relationnel est-il profitable
à la République démocratique du Congo. Monsieur le Président du jury, face à cette situation, Monsieur le Président du jury, ainsi nous avons fondé nos hypothèses sur les idées selon lesquelles les entreprises du marketing relationnel sont bien identifiées, mais pas leurs clients. Deuxième réponse que nous avons proposée à la deuxième question posée à la problématique, l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo est en difficulté. 3. Le marketing relationnel est légal en République démocratique du Congo. Et enfin 4. Il sera très profitable à la République démocratique du Congo de fiscaliser les secteurs de marketing relationnel. Monsieur le Président du jury, pour atteindre les objectifs enseignés et vérifier nos hypothèses, nous avons fait recours à la méthode d'analyse fonctionnelle couplée d'approche juridique. À ces méthodes, nous avons joint la méthode économétrique pour analyser l'essai approximatif de fiscaliser les secteurs du marketing relationnel en République démocratique du Congo. Cependant, plusieurs outils de récolte et de traitement des données ont été utilisés dans cette étude. En l'occurrence, technique documentaire, les questionnaires d'enquête ainsi que la technique statistique. Monsieur le Président du jury, hormis l'introduction et la conclusion, cette recherche comprend 4 chapitres. Le chapitre premier porte sur l'aperçu général sur l'écosystème fiscal congolais. Le chapitre 2, l'approche méthodologique et présentation de l'état de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Le chapitre 3, aperçu général du système de marketing relationnel. Et enfin, le dernier chapitre porte sur la présentation, analyse, interprétation et discussion des résultats. Monsieur le Président du jury, Mesdames les membres du jury, Messieurs les membres du jury, l'objectif de cette étude est d'examiner les facteurs susceptibles de fiscaliser le secteur du marketing relationnel en République démocratique du Congo. Cet objectif nous a amené de descendre sur terrain et questionner 12 entreprises et 450 entrepreneurs œuvrant dans le secteur du marketing relationnel. Après avoir analysé les données récoltées auprès de nos enquêtés, nous avons abouti aux résultats suivants. Pour les volets des entreprises, 5 variables ont retenu notre attention. En l'occurrence, 1. Les entreprises fiscalisées. 2. Les entreprises utilisant le marketing relationnel comme stratégie de vente. 3. La durée d'existence des entreprises enquêtées. 4. La possession du numéro impôt par les entreprises. Et enfin, 5. La raison d'adoption du marketing relationnel comme stratégie de vente. Et le test SHID est utilisé pour tester l'indépendance entre les variables qualitatives et quantitatives. Les résultats du test SHID, la probabilité de 0,014 révèle que seules les entreprises ayant le numéro impôt ont un lien avec la fiscalisation. Ceci signifie que le numéro impôt, qui constitue une preuve de la formalisation du processus de fiscalisation de toute entreprise, elle-même, du secteur du marketing relationnel en particulier, constitue l'élément un plus important pour la fiscalisation des activités des entreprises qui œuvrent dans le secteur du marketing relationnel. Par contre, la durée d'existence de la société, la probabilité a donné 0,343, ce qui est supérieur à 5%. Et la durée de plantation de la société en République démocratique du Congo nous a donné 0,455, c'est aussi supérieur à 5%. Ces deux éléments, ces deux variables donc, ne sont pas les déterminants de la fiscalisation des sociétés. Car les résultats issus de notre étude enseignent que ces variables avec la fiscalisation sont largement supérieures à 5%. Et témoignant ici le manque de relations significatives entre ces variables. Concernant la variable adoption du marketing relationnel comme stratégie de vente, les résultats révèlent que cette adoption n'est pas un facteur de fiscalisation des entreprises. Par contre, l'utilisation du marketing relationnel basé sur l'occupation lucrative des entrepreneurs est un facteur important de la fiscalisation. Ainsi, pour les volets des occupations lucratives des entrepreneurs, 9 variables ci-après ont retenu notre attention. Premier, profil des répondants. Deuxième,
la fiscalisation des activités des répondants. Troisième, la possibilité qu'un entrepreneur de marketing relationnel paye dépôt au cas où un statut officiel leur est accordé. Quatrième, le nombre d'années d'ancienneté des enquêtés dans les métiers du marketing relationnel. Cinquième, la rémunération que le marketing relationnel offre aux enquêtés. Sixième, la possession d'un numéro EPO par les enquêtés. Septième, l'empensée des entrepreneurs en marketing relationnel sur la légalité ou non du marketing relationnel en RDC. Huitième, la moyenne du revenu mensuel des répondants, c'est-à-dire des marketeurs du secteur du marketing relationnel. Et enfin, neuvième, le nombre d'entreprises pour les codes desquelles les répondants font le marketing relationnel. Monsieur le Président du jury, les interprétations faites démontrent que de façon globale, le modèle est significatif. C'est-à-dire qu'il y a au moins une variable qui puisse permettre d'évaluer la probabilité qu'un entrepreneur puisse fiscaliser son occupation lucrative. En effet, la probabilité critique nous a donné 0,000, ce qui est très inférieur à 5%. Cependant, les variables genre et la durée de la pratique de marketing relationnel par un entrepreneur ne sont pas des probables déterminants de la fiscalisation du secteur de marketing relationnel en République démocratique du Congo. Car les valeurs de probabilité critiques associées aux relations de ces variables avec la variable fiscalisation sont supérieures à 5%. Par ailleurs, on a trouvé des associations entre ces 5 variables qui constituent les variables significatives pour la fiscalisation du secteur du marketing. Première variable, il y a l'accord de statut officiel. Deuxième, la rémunération du secteur de marketing relationnel. Troisième, la possession d'un numéro EPO par un entrepreneur, bien sûr. Quatrième, les opinions sur la légalité du secteur de marketing relationnel. Et enfin, cinquième, le nombre d'entreprises partenaires qu'a un entrepreneur pour son occupation lucrative. Monsieur le Président du jury, les résultats de notre étude révèlent qu'accorder un statut officiel aux entrepreneurs du secteur de marketing relationnel est un facteur de fiscalisation des occupations lucratives de ces derniers. En effet, lorsqu'un entrepreneur a la probabilité de bénéficier d'un statut officiel, cela engendre 164% de probabilité que ce dernier puisse faire fiscaliser son occupation lucrative, selon le résultat de l'estimation du modèle. Par contre, les variables âge et l'opinion des entrepreneurs sur la légalité du marketing relationnel en République démocratique du Congo ne sont pas des déterminants majeurs de la fiscalisation de leur occupation lucrative, car les probabilités critiques associées aux relations de ces variables avec la variable fiscalisation varient donc de 4,6% et 49%. À propos de la variable rémunération que le marketing relationnel offre aux enquêtés, les résultats d'analyse renseignent que le bon rendement de ces métiers pousse les entrepreneurs à la fiscalisation de leur activité. Lorsque les revenus d'un entrepreneur du marketing relationnel augmente de 1%, cela augmente probablement la fiscalisation de l'occupation lucrative de ces derniers à la hauteur de 237,8%. Monsieur le Président du jury, la variable possession d'un numéro EPO est un facteur majeur de fiscalisation des occupations lucratives des entrepreneurs du secteur du marketing relationnel. Car les résultats ici de l'analyse du modèle de l'étude révèlent qu'une augmentation d'1% accroît la probabilité de la fiscalisation à la hauteur de 199%. Enfin, concernant la variable nombre d'entreprises pour les codes desquels les entrepreneurs font le marketing relationnel, on constate que le coefficient se rapportant à la modalité de cet indicateur est positif. Ce qui veut dire que lorsqu'un entrepreneur augmente le nombre de partenariats, on s'entend en ce que la probabilité pour qu'il fasse fiscaliser son occupation lucrative augmente de 22,99%. Monsieur le Président du jury, à l'aide des résultats obtenus en pré-analyse et interprétation, nous pouvons donc conclure que nos hypothèses sont toutes vérifiées. Nos suggestions vaudront dans le sens de fixer les mécanismes pouvant permettre à l'État congolais de fiscaliser le secteur du marketing relationnel afin d'accroître de manière irréversible les recettes publiques. Ceci dans le but d'annuler l'évasion fiscale vu son impact négatif sur les recettes. Grâce au logiciel Excel et Stata 14.2, nous sommes parvenus à analyser et critiquer les pratiques improfitables à l'État congolais en matière fiscale sur base des questionnaires d'enquête établis. Monsieur le Président du jury, ainsi, nous suggérons au regard des résultats de notre recherche
que l'État congolais arrive à définir ses stratégies de fiscalisation du secteur du marketing relationnel en tenant compte des variables qui ont donné un rapport significatif à la fiscalisation. Et c'est là sur le volet des entreprises que sur le volet de l'occupation lucrative des entrepreneurs. En outre, la loi fiscale étant de stricte interprétation, nous suggérons pour sortir les entrepreneurs du marketing relationnel dans l'informel que l'État se réfère du modèle français qui date de 1995. Monsieur le Président du jury, s'agissant des documents nécessaires à l'inscription en auto-entrepreneur, nous proposons toujours le modèle français. C'est-à-dire qu'il y a 4 documents de base que les entrepreneurs du marketing relationnel en France doivent réunir pour avoir le statut d'auto-entrepreneur. Et c'est le même modèle que nous avons proposé pour la République démocratique du Congo. Et il va falloir assez que les délais d'attente pour la création de ces statuts en République démocratique du Congo ne puissent pas excéder 1 mois, soit 30 jours. Nous sommes convaincus qu'à procéder de la sorte, les entreprises et les entrepreneurs du marketing relationnel quitteront au fur et à mesure le secteur informel. Monsieur le Président du jury, s'agissant des paiements des impôts, nous suggérons que les occupations lucratives des entrepreneurs soient frappées d'un impôt à barème progressif. Nous avons proposé même l'impôt sur les revenus du marketing relationnel, car leurs revenus ne sont pas fixes. Monsieur le Président du jury, en concluant cette étude, nous ne prétendons pas avoir abordé tous les aspects que la fiscalité comme science devrait toucher sur les activités du marketing relationnel. Ainsi, nous invitons les chercheurs futurs à continuer cette recherche, à chercher d'autres aspects qui n'ont pas été touchés par notre investigation. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, telle est l'économie de notre recherche. Merci beaucoup. Merci également pour l'économie du temps. Sans tarder, je passe la parole à notre secrétaire, le professeur Mbimène Eyala. Merci, Monsieur le Président. Question. Ok, merci. Maximum. Maximum. Président. Faut-il qu'on enregistre ça? Faut-il qu'on enregistre ça? J'ai dit, faut-il qu'on enregistre ça? Ok, j'ai lu le travail de notre frère Odiro Pierre avec une attention soutenue. Le travail a des points positifs ou négatifs, c'est-à-dire au point de vue de la forme, il y a quelques croquis que nous avons constatés. Entre autres, la page dédicace, et non pas dédicace au pluriel avec S. À nos chers parents, et non à mes chers parents. Il y a la page 11 jusqu'à la page 19. En ce qui concerne les références bibliographiques, on écrit PP lorsqu'il y a 2 pages au-delà de 2 pages. Mais une seule page, j'ai vu les PP répétés, mais pour une seule numérotation. Et aussi la page 23, lors de la formulation des hypothèses. Il y a la dernière hypothèse, République démocratique du Congo, il faut écrire en lettres majuscules, R. Et D aussi, tu as écrit en lettres minuscules. Ça, c'est pas normal. Les objectifs, quand j'ai vu les objectifs fixés, ne sont pas clairement définis. Et aussi, à l'introduction, c'est la méthodologie sommaire, non pas cadre méthodologique. Le premier chapitre, pas d'introduction. Pas d'introduction, et pourtant un chapitre doit commencer
toujours par une introduction pour introduire, annoncer les points qui seront exploités. Il y a le deuxième chapitre, il y a la poche méthodologique et vous avez les méthodes et techniques. On définit pas, on explique. On explique. Alors, il y a la population d'études. Échantillon. Je n'ai pas vraiment vu, senti la population d'études et l'échantillon lié à votre travail. Le dernier chapitre, moi j'ai senti qu'il y avait un problème des suites logiques. Des suites logiques, voire que ça entamait aussi la conclusion. Vous avez, quel est le dilemme? Quel est le dilemme? C'est la question de l'entrepreneuriat congolais. Puisque vous avez évoqué, vous avez parlé des entreprises, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Alors quel est ce dilemme? Quel est le problème? Quel est le dilemme de cet entrepreneuriat congolais? Vous avez parlé de profil des entrepreneurs dans ce secteur de marketing. On revient sur le marketing relationnel. Quel est ce profil de ces entrepreneurs congolais ou en République démocratique du Congo? Voilà, Monsieur le Président, quelques remarques de forme et des questions, deux questions que vous m'avez demandées. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour avoir respecté. Monsieur Ngati-Koka, le professeur a dû formuler plusieurs observations sur le fond comme sur la forme. Maintenant, il vous a posé deux questions de fond sur le dilemme de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Et la deuxième question, j'espère que vous les avez notées. Vous les avez notées. Pourriez-vous accepter d'y répondre? Merci. Vous avez la parole. Le secrétaire du jury, le professeur ordinaire Mbimene, nous pose deux questions, deux grandes questions auxquelles nous sommes appelés à répondre maintenant. La première question, c'est de me demander de dégager le dilemme que connaît l'entrepreneuriat congolais. Alors, avant que je n'arrive sur l'entrepreneuriat du marketing relationnel, au chapitre, je crois, au chapitre 2, oui, j'ai soulevé un aspect de doing business qui avait classé notre pays comme étant 187e à 2018 à terme de climat d'affaires. Et déjà, à partir de ce genre de rapport, d'emblée, nous comprenons que ça met à mal la réputation de l'entrepreneuriat congolais. À part ça, il y a ce que tout le monde a toujours décrié, c'est les entreprises locales, les Congolais généralement, lorsqu'ils créent des entreprises, ils ont du mal à voir leur entreprise prospérer. Puisque moi-même, je vais vous parler de mon exemple, on a déjà créé une société avec mes amis, mes trois amis, nous avons créé une société en 2017. Cette société n'a pas pu tenir une année, on a fait faillite. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sérieux, d'abord du point de vue texte qui réglemente les affaires dans notre pays. L'entrepreneuriat
n'est pas accompagné dans le sens large. Alors, s'il faut revenir du côté maintenant des entrepreneurs du marketing relationnel, nous sommes arrivés à proposer la fiscalisation parce qu'au Congo, il n'y a pas un statut officiel d'entrepreneur relationnel. C'est là où on peut, bon, je sais, les gens peuvent dire que non, OHADA a réglé ça. Mais avec le système OHADA parle du statut de l'entrepreneur. Ça nous a été enseigné même par le professeur Kola dans les séminaires du droit des affaires. Et même l'entrepreneur, au regard de l'acte uniforme OHADA, a l'obligation de déclaration. Et pourtant, le marketeur relationnel qui est un entrepreneur aussi, au Congo, n'a aucun statut. Et comment il va déclarer? Il profite pour œuvrer pour constituer et pour faire l'évasion fiscale. Voilà. Alors, s'il faut répondre de manière brève à la première question, c'est que le problème de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo est multidimensionnel. Il est multidimensionnel. Et la deuxième question, quel est le profil des entrepreneurs en marketing relationnel dans notre pays? Alors, on peut revenir à la première préoccupation, la première question, le dilemme. Est-ce qu'il y a parlé de l'État congolais? Et comment l'État arrive à appuyer pour intervenir, pour secourir ces entités, ces petites entreprises, à travers le financement ou les subventions? Logiquement. Sur le terrain, nous disons très concrètement qu'est-ce qui se passe, le dilemme c'est à quel niveau, comment le résultat palpable pour les entreprises qui sur le terrain afin de donner le résultat. Ne soyez pas la théorie, soyez dans les concrets. Alors, de manière pratique, oui, merci d'abord, monsieur le professeur, pour cet éclaircissement de la question. De manière pratique, s'il faut que moi je puisse donner une proposition à l'État congolais, c'est le problème que nous vivons dans le monde entrepreneurial au Congo, c'est que le personnel même de l'État congolais constitue aussi un élément de tracasserie énorme pour les entrepreneurs. Puisque les textes sont disponibles et les textes très souvent ne sont pas aussi très mauvais. Les textes arrivent à prévoir des choses à des hauteurs parfois raisonnables, mais les fonctionnaires de l'État vont exiger des surprises qui ne sont pas prévues, rien que pour traiter les affaires des entrepreneurs. Je vais parler de l'exemple concret, comme le prof me demande d'être très concret. Je prendrai l'exemple du guichet unique de commerce extérieur, par exemple. Lorsque on part solliciter la licence peut-être d'importation, vous pouvez arriver, vous trouvez dans la nomenclature les taxes sont bien établies, mais on vous dit pour que nous puissions vous donner les formulaires en temps, vous devez donner $200 pour le chef. Ouais. Et ces histoires-là sont dites par... Pourquoi tu n'as pas voulu appuyer cette recherche par une entreprise ou une entité ou un entrepreneur, comment dirais-je, les PME, où tu perçois mener des recherches rapides. Parce que quand tu es resté à la RDC, tu vois maintenant, nous avons le problème, nous pouvons pénétrer le problème. Alors, si je n'ai pas fait beaucoup d'attention sur ça, c'est parce que moi, je me suis concentré sur les entrepreneurs du marketing relationnel. Mais déjà, j'avais écrit un article sur l'entrepreneuriat en 2017. C'était publié aux études universitaires européennes. Donc, tu devais rester dans l'aspect de la fiscalité ou appuyer par une entité ou une énergie financière, ou tu devais prendre la voie des PME pour concrétiser et cadrer ce qui se passe sur le terrain. oui,
Oui, prof, mais ma recherche parle de la fiscalisation du secteur de marketing relationnel. C'est celle-là, donc je me suis basé sur la proposition de la fiscalisation de ce secteur-là. S'il faut parler de la fiscalisation des PME, ça devait faire l'objet d'une autre étude. Mais dans le cadre de notre recherche, nous sommes focalisés à mener des recherches appropriées au choix de notre thème d'investigation. Voilà. Merci. Est-ce que vous m'autorisez de... Oui. S'agissant du profil des entrepreneurs en marketing relationnel, d'abord, d'emblée, nous avons soulevé, puisque notre travail porte sur une proposition de fiscalisation. Ça signifie que de manière officielle, le statut n'est pas là. Le statut des entrepreneurs en marketing relationnel n'existe pas encore dans notre pays. Alors, nous sommes référés des pays qui ont eu à le faire, comme la France. C'est le pays qui nous a inspirés, parce que la France l'a fait en 1995. La catégorie des entrepreneurs que nous avons trouvés au regard de notre recherche, l'âge varie de 18 à 53 ans. S'il faut parler à terme d'âge, les hommes et les femmes sont en train de compétir dans ces domaines-là. En termes de profil, s'il faut que je le dise de manière simple, je crois que ça peut être ça les éléments que je peux apporter comme réponse à la question du professeur lui-même. Oui, merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci. Sans tarder, j'accorde la parole au professeur. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. J'ai vu quelques remarques de la forme. La première remarque, je vois que vous avez mis nos noms, même sur la feuille de gars, sans pourtant nous avoir remercié. Et ensuite, je pense que celui qui m'a précédé a déjà parlé de la bibliographie. Et je pense qu'il y a des ouvrages, je n'avais pas mis l'année. Et il y en a que vous avez mis comme ouvrage alors que ce sont des articles. Donc il faudra bien les voir ces articles. Je ne vais pas aller en détail, ça va pas de détailler tout le monde. Il faut passer à l'essentiel pour moi. J'ai plusieurs préoccupations, mais le président nous aujourd'hui seulement aller à des préoccupations. Moi, je crois à 4. La loi, c'est toujours la loi pour le président. Théoriquement. Alors, voici les préoccupations que j'ai. Bon, des petites préoccupations. La première, quelle est l'importance du marketing relationnel? L'importance du marketing relationnel dans la vente. L'importance du marketing relationnel dans la vente. Deuxième petite préoccupation, elles sont petites, hein, mais je ne sais pas si long. Deuxième petite préoccupation, pouvez-vous nous montrer dans votre travail que la méthode économétrique vous a été utile? C'est-à-dire, en quoi elle vous a servi? Et si vous pouvez nous
nous les montrer dans votre travail. Voici cette petite préoccupation. Pour la parole. Oui, monsieur le membre du jury nous a posé 2 questions. La première, nous a demandé l'importance du marketing relationnel dans la vente. Et la deuxième question, il nous a demandé de montrer à quoi nous a servi la méthode économétrique dans le cadre de notre investigation. Alors, à la première question, en quoi est-ce que le marketing relationnel est important dans la vente? Bon, la première importance que nous jugeons capitale, avant d'y arriver, d'emblée, je dirais d'abord que toute entreprise au monde aime vendre pour se faire des lucres. Parce que c'est même à cause de cela que toute entreprise est créée, naturellement. Le marketing relationnel étant l'une des stratégies marketing, aide les entreprises à arriver à cette fin-là. Alors, à quoi est-ce qu'elle peut être importante? Elle est importante parce que d'abord, elle permet à l'entreprise de briser ce que moi j'ai appelé la chaîne, c'est-à-dire la chaîne ordinaire de consommation des produits. Je vais expliquer cela. Si nous prenons l'exemple l'entreprise généralement doit d'abord commencer par produire. Lorsque il y a un producteur, le produit peut quitter un producteur pour un grossiste. Vous voyez, quand le produit migre du producteur vers le grossiste, et le grossiste en son tour, il va faire des publicités, des choses comme ça pour vendre peut-être au semi-grossiste. Voilà, je vais atterrir, prof. Je vais atterrir rapidement. C'est-à-dire, au lien. Il n'y a pas d'importance dans le développement et le métier de relations opératives entre les vendeurs. Oui, ça c'est l'une des importances. Mais moi, je voulais expliquer cela aussi d'abord pour les consommateurs. Parce que c'est très important. Lorsque le produit est vendu par les systèmes de marketing relationnel, d'abord vous allez comprendre que les entreprises qui font le marketing relationnel sont d'abord de très grandes entreprises. Pour arriver à installer le système de marketing relationnel, il faut être une entreprise puissante d'abord financièrement. Et ce sont des entreprises qui permettent directement que leurs produits puissent être écoulés au consommateur final, que de transiter par toute cette chaîne-là logistique qui peut paraître lourde et donc qui peut aussi... L'élément clé pour le succès de la mise en œuvre des stratégies, parce qu'on parlait de relations, tout ça, quelles sont les stratégies? Quel est l'élément de ces stratégies-là relationnel? L'élément clé, c'est directement la vente au consommateur final. C'est-à-dire le dernier usager. Je peux partir d'exemple, prof. Est-ce que c'est le consommateur final ou plutôt le comportement des vendeurs? Comment? Oui, voilà. D'abord, les vendeurs doivent avoir une attitude qui va amener à ce que le consommateur final vienne vers lui. Voilà. Et cette attitude-là, voilà, du point de dans la vente, cette attitude-là va jouer sur l'importance. C'est ce qui est logique. Mais pour maintenant les consommateurs, les produits qui sont vendus par les systèmes de marketing relationnel arrivent à un prix inférieur par rapport aux produits qui transitent par les circuits ordinaires de consommation. Voilà. Et dans la vente, c'est important. C'est important de les mentionner. Alors, la deuxième question, on demande de montrer à quoi est-ce que la méthode économétrique nous a servi
dans cette recherche. Alors, avant que je n'ouvre le travail, je dirais que nous avons enquêté 12 entreprises qui œuvrent dans le secteur du marketing relationnel, essentiellement dans 8 provinces de la RDC dans le cadre de ce travail. Nous avons aussi contacté personnellement 450 entrepreneurs individuels qui pratiquent cette activité-là. L'objectif même de cette étude est là où maintenant l'économétrie nous a aidé à analyser ces seuils-là approximatifs. Les seuils approximatifs qui peuvent permettre à ce que le secteur du marketing relationnel soit fiscalisé. Oui. Vous partez quoi? Estimation. Nous commençons à la page 81. Page 81. À la page 81, là nous avons les résultats que la méthode économétrique nous a permis d'avoir par rapport à la fiscalisation du secteur, par rapport à la fiscalisation des entreprises du secteur du marketing relationnel. Vous allez voir que si nous prenons le cas de... Qu'est-ce que vous avez dit comme données? Les données, c'était des questionnaires d'enquête. C'était des questionnaires d'enquête. Et après avoir récolté les données, nous les avons encodées, c'est-à-dire on a encodé sur Excel. Après avoir encodé sur Excel, nous les avons emportés sur Stata 14.2 pour commencer les analyses. Alors, il y a deux niveaux de résultats. Nous avons les résultats pour les entreprises et les résultats pour les entrepreneurs. À la page 81, nous sommes là sur les résultats du volet des entreprises. Et vous allez trouver, il y a des variables qui ont donné des seuils significatifs par rapport à la fiscalisation. Parce que vous allez voir notre variable qu'il fallait vérifier par rapport à la... Non, la variable qu'il fallait confronter, c'était la variable de fiscalisation face aux autres variables. Ici, à la première rubrique, nous avons pris la variable utilisation du marketing relationnel comme stratégie de vente par rapport à la fiscalisation. Vous allez constater qu'il y a 8 sur 12, 8 entreprises sur 12 qui l'utilisent. Alors, oui, nous avons à la page 97. 97. À la page 97, là nous avons fait l'estimation. Là nous avons les résultats d'estimation du modèle. Alors vous allez voir que la variable genre et âge des entrepreneurs n'ont pas donné de coefficient de signification par rapport à la fiscalisation. Alors que l'accord de statut officiel, oui. Et l'ancienneté aussi, non. La rémunération, c'est-à-dire les temps, la manière dont l'activité du marketing relationnel régénère des profits, ça a donné des significations. Le numéro impôt, même ça donne des significations. Nous avons fait les modèles Logit. Oui, les tests Oshmer, oui. Les tests Oshmer étaient aussi faits. Oshmer et les Mesho. Les tests Oshmer et les Mesho, c'est à la page 98. À la page...
là-bas, il me dit, il me souffle, il dit que le sujet est tellement alléchant que ça suscite beaucoup de questions. Alors, ben voilà, moi je ne vais pas faire la même chose que... J'aimerais ici féliciter les récipiendaires. Pourquoi je vais les féliciter? J'ai aimé son sujet. Hein. Il a mis à profit tout ce qu'il a appris. Parce que là-dedans, il y a plusieurs matières, notamment l'entrepreneuriat, le marketing, la fiscalité. Il y a même l'économétrie, comme l'a démontré le professeur Fumunzan. Or, lorsqu'on parle de l'économétrie, c'est au fait de la statistique et mathématique dedans. Donc, c'est une preuve que c'est quelqu'un d'intelligent. Ne soyez pas influencés par les jurys. Hein. Si vous nous influencez, nous allons partir négativement. Alors, j'ai une seule question, question. C'est à la page 71. Page 71. Troisième paragraphe. Vous avez cité Ziegler, qui dit « Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'ils veulent. » Expliquez. Pourquoi? Pourquoi vous avez mis ça ici? À quoi ça vous a servi? Voilà. C'est l'unique question. Président, je vous retourne la parole. Merci beaucoup. Alors, le professeur Mbuyamba, le professeur ordinaire, M. Mbuyamba, qui est en même temps le copromoteur de ce travail, nous demande d'expliciter davantage pourquoi nous avons été attirés par les propos de Ziegler dont tu l'as fait mention ici. Nous allons dire ceci par rapport à ce qu'il dit. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'ils veulent. Ces propos est une logique cohérente par rapport au marketing relationnel. Parce que le marketing relationnel, c'est une activité de masse, une activité qui se fait en équipe. Alors du coup, dans les cas de figure, lorsque on est dans une équipe, comme l'équipe de football, l'équipe de France ou même les Léopards, lorsque il n'y a pas cette compréhension réciproque, ou soit cet esprit d'équipe qui puisse motiver l'ensemble des joueurs, il sera difficile que chaque joueur puisse se réjouir. Parce que le fait que toute l'équipe puisse être motivée va pousser toute l'équipe à bien jouer au ballon et en fait peut-être à gagner les matchs et de se faire d'abord satisfaire elle-même et en plus de cela faire satisfaire aussi le public. Donc c'est dans cette logique-là. Le marketing relationnel n'est pas une activité qui se fait en solo. Donc c'est une activité qui se fait en équipe. Ça nécessite une complicité de masse. Voilà. Merci. Ok. Je crois qu'il n'est pas encore temps de pouvoir avant de la passer au promoteur, j'avais épargné mon temps de questions pour la première épreuve et je vais récupérer parce que c'est en épargne. Bon, mais je vais d'abord procéder en deux temps. Le premier temps, c'est juste sur le plan de la forme. Et puis, parce que la forme est aussi importante. Parfois, je me rends compte que les étudiants ne prennent pas cela en considération. Quand le texte n'est pas beau, quand il n'est pas bien présenté, ça porte préjudice aussi à sa scientificité. Par exemple, vous vous rendrez compte que vous avez utilisé au cours de tout le texte plusieurs tailles, plusieurs caractères
de texte et plusieurs interlignes. Je sais vous montrer... non, quand on présente un texte, il doit être unifié, harmonisé. Et au besoin, choisir un caractère qui réponde donc à la beauté. Cela est important, ce qui n'est pas le cas dans tous les deux travaux que j'ai dû lire. Vous pouvez prendre par exemple à la page 25, vous voyez l'interligne, tu es là à 1,5, là tu es à l'interligne simple, et regardez, ce n'est pas le même caractère, etc. Je peux le parcourir tout le texte. Dans la bibliographie, la même chose. On ne sait pas voir où se trouve la zone de l'auteur, où se trouve la zone du titre, où se trouve la zone de l'édition, etc. Et où est donc le premier auteur, le deuxième auteur, on ne sait pas voir. Cette beauté-là n'est pas là. Ça, c'est la première remarque sur le plan de la forme. Ensuite, quand vous regardez au-dessus, là, au début, sur le titre, le double point là n'a pas de place. La ponctuation ici n'est pas requise. Donc, tout simplement, le titre, le sous-titre, etc. Et le nom de ce nom-là n'existe pas. La personne là n'existe pas. Fumu, Nzanza n'existe pas. Ce n'est pas celui-ci. Celui-ci, c'est Fumu Nzanza en un mot. Allons à la bibliographie. Vous allez vous rendre compte vous-même que quand on cite le livre, il s'agit de toute une identité de l'auteur. C'est une identité et l'identité doit être respectée. Cette identité, comment elle se rend dans un travail scientifique? C'est d'abord l'auteur, le nom de l'auteur, le nom de famille de l'auteur. Parce que même quand on fait la succession, le classement, c'est selon l'ordre alphabétique de l'auteur, par son nom, par l'initiale de son nom de famille. Et les prénoms, ça vient après. Mais là, vous faites l'amalgame. JP, par exemple, regardez, c'est ce que vous le faites. PG, Robin. Robin, c'est un prénom. C'est un prénom. Il doit être là. Tantôt, vous prenez le majuscule, tantôt le minuscule, tantôt c'est du prénom. Donc, vous voyez, sur le plan scientifique, c'est très grave. Regardez par exemple la webographie. Comment est-ce qu'on présente la webographie? Ce n'est pas de cette manière-là. On identifie. Quel est le nom de l'auteur de l'article que vous avez lu? Vous mettez nom d'auteur. Donc, quel est l'intitulé de cet article-là? Ensuite, où est-ce que vous avez trouvé ça? Sur le web, HTTT, ainsi de suite. Et vous avez lu cet article-là à quelle heure? Quel jour? Quelle heure? Parce que les données changent. Cela, ce sont des exigences académiques à propos de l'auteur. Ça, c'est sur le plan de la forme. Il y a autant encore que je dois donner. Je vais au niveau du contenu. Au niveau du contenu, je reviens, et ça, je me rends compte que il faudrait que nous interpellions la faculté, parce qu'il semble que cela n'est pas entendu. La méthodologie, c'est cela même l'instrument par excellence de la scientificité du travail. Pour cela, la méthodologie doit être claire. Elle doit comporter, à mon avis, au moins 5 pages où on explique comment le choix de méthode, comment on procède dans ces méthodes, quels sont les principes de base de ces méthodes, etc., etc. Et pas faire n'importe quel choix. Par exemple, dans votre travail, vous dites que vous utilisez la méthode comparative. Je lis. Méthode comparative qui consiste à comparer les types de faits, car elle nous aide à comparer l'efficacité des mesures mises en place le pouvoir public congolais pour fiscaliser le secteur relationnel afin d'éviter l'évasion fiscale qui en découle. Ce n'est pas suffisant.
comme explication. Vous devez donner d'abord normativement que signifie cette méthode comparative. Vous devez, comme il y a la comparaison, alors quels sont les faits que vous comparez? Vous devez les signaler là. Et comment vous procédez dans cette comparaison-là? C'est sur quel plan nature, c'est sur quel plan fonctionnel, c'est sur quel plan contextuel. Donc, tout cela doit être expliqué. Et avec tout ce que je vous dis là, vous voyez que vous avez déjà toute une page. Ensuite, méthode juridique. Estimez-vous vraiment que la méthode juridique soit adaptée à un travail de marketing relationnel? Bien sûr, si vous argumentiez, là vous dites, seulement nous permet d'analyser une manière systématique des conventions, des lois, des traités en matière fiscale. Et c'est pour autant qu'on doit utiliser la méthode juridique. Ne serait-elle pas une méthode analytique ou quelque chose comme cela? Méthode économétrique, je suis d'accord parce que nous voyons quand même comment vous l'avez fait dans le travail. Mais ce que vous avez fait dans l'interprétation là, vous devriez déjà dans les grandes lignes les reprendre ici. Méthode économétrique, voilà comment je procède, voilà comment je procède. Il y a 12 entreprises qui sont là, voilà mon questionnaire. Déjà le questionnaire devrait même être là où tout simplement vous dites, je renvoie le questionnaire par exemple en annexe. Mais tout doit être clair. Je pars sur un questionnaire qui consiste en ceci. Voilà les acteurs, il y a 12 entreprises, il y a 500 entrepreneurs qui sont dans les différentes entreprises qui regardent ceci. Donc, ça doit être simple comme ça. Donc, vous clarifiez déjà cela au début là. Donc pour que ça soit... En ce moment-là, on comprend. Non. Voilà comment il a compris les méthodes. Voilà comment il procède. C'est très important parce que la méthodologie, au fond, méthode, odos, c'est-à-dire la façon de procéder. Comment vous procédez, vous devez le montrer là. Et c'est là où on doit le montrer. Et ça vous aurait fait, en principe, quand je dis même 5 pages, c'est au minimum. Mais je me rends compte que la plupart des travaux qui sont présentés pêchent par cette opacité et par cette... comment est-ce que je dirais, manque d'appétit pour la présentation des méthodes. Je crois qu'il faudrait qu'on interpelle un peu la faculté pour qu'il donne des instructions donc à propos. 2. Sur le plan de contenu, tout travail scientifique, déjà à ce niveau, se réfère à une théorie économique de base. Ça, je ne manquerai pas de dire. C'est un travail académique. Chaque travail académique, comme celui-là, il y a une thèse que vous défendez. Toute thèse qui se défend doit se référer à une théorie économique de base. Et cette théorie doit être expliquée et à partir de cela, on voit comment cette théorie-là devient le fil conducteur qui vous mène, qui vous inspire et qui vous aide à interpréter les résultats. Cette théorie de base n'est pas là. Ici, par exemple, je vous suggérerais la théorie de l'agence. Je sens que cette théorie de l'agence serait, donc, où il y a le mandant, le mandataire, etc. Il y a tout un réseau. Et si le professeur Mbuyamba a pu poser la question pour l'explication de Ziglan, je crois que tout est clair. C'est là où se trouve la théorie de base. Parce que qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une sorte de réseau qui se constitue et chaque partenaire qui entre, on dirait les stakeholders, donc chaque partenaire qui entre a ses objectifs personnels. Ces objectifs-là, par une sorte de gouvernance globale, doit essayer d'harmoniser parce qu'il y a ce qu'on appelle la contemporanéité des intérêts. Parce que les partenaires sont là, chaque partenaire entre avec ses motivations, avec ses objectifs, etc. Cela doit être... Et c'est là où se trouve le nœud du problème que vous posez. La contemporanéité des intérêts, la résosité, si vous voulez, si vous me permettez, si vous me donnez le terme. Donc, parce que tout cela se constitue et maintenant,
il y a toute une chaîne de valeur qui quitte du producteur jusqu'au consommateur final. Mais quand vous le rendez à travers donc, le schéma, le circuit, il semble que vous allez d'un seul côté. Non, ça ne suffit pas. Il n'y a pas que cette ligne du départ, mais il y a aussi quand le consommateur final, parce qu'il est sur le plan de la satisfaction, c'est parce qu'il fait confiance en tous ces gens qui sont dans l'agence, etc., c'est en manifestant sa confiance, sa satisfaction, que cela impacte aussi sur les stratégies du producteur et des autres qui sont dans la chaîne. J'aimerais que le flux de retour soit marqué dans le schéma. Il n'est pas là, il manque. Pourtant, la relation n'est pas d'un seul côté. Juste une observation. Vous avez dit que le marketing relationnel n'existe pas. Oui, il n'existe pas sur le plan légal, parce qu'il n'est pas défini. Mais en réalité, vous avez trouvé qu'il existe fonctionnellement. Non? Vous avez quand même, vous êtes entré en contact avec 12 entreprises, avec autant d'entrepreneurs. Vous avez vu que ça existe déjà, que ça fonctionne. Vous vous dites que ça n'existe pas. J'avais voulu que vous ajoutiez cette précision. Oui, sur le plan légal, cela n'est pas encore pris en compte par le corpus juridique de notre pays. Cela doit être pris en compte par donc, tous les éléments, fiscalisation, le profil, etc., etc. Je termine. Vous sentez que je n'ai aucune question? Je termine, je vous dis ceci. Vous avez parlé de la France, qui est le modèle avec... Oui, je sais que la plupart des textes congolais sont inspirés par la France, les textes juridiques, etc. Mais déjà au Cameroun, il y a une expérience très profonde sur la fiscalisation du secteur informel. C'est même le modèle que le gouvernement, on a demandé au gouvernement si on peut envoyer des gens là, qui s'inspirent un peu sur ce modèle-là. Vous allez voir même que l'économie informelle, toutes les activités informelles que nous avons au Congo, avec ce modèle-là, je ne sais pas entrer maintenant en détail pour donner tout, je le ferai dans un cours, un tel cours quelque part, ça peut aider beaucoup. Et si vraiment vous lisez cela, ça peut vous aider beaucoup pour un travail que je vous conseille, que ce travail soit porté au doctorat. Merci beaucoup. J'ai terminé et je donne la parole au promoteur. Aucune question, juste si vous pouvez prendre en compte cela. Vous avez déjà beaucoup parlé, président. Oui. Merci. Merci. Relever tous les aspects en ce qui concerne la forme et le fond. Vous sentez que ce n'est qu'un travail de DEA, mais qui a des allures d'une thèse. Effectivement. À cause de son caractère, j'allais dire innovateur. Comme le copromoteur avait relevé tout à l'heure, on se retrouve tous là, volet marketing, économétrie, volet fiscalité et le tout. Donc c'est très intéressant, ça nous interpelle. Et c'est vrai que je crois que ça fait 2 ans, 3 ans que vous avez eu à rédiger, beaucoup de choses ont évolué. Et en plus, on avait un peu perdu les pédales. Je dois vous le dire, je vous faisais tellement confiance en ce qui concerne certains aspects de la forme. Peut-être quand on n'a pas vu, surtout en ce qui concerne la bibliographie. On vous fait souvent confiance, même vous qui êtes dans la salle, là, les chefs de travaux, les assistants, parce que de nous-mêmes, nous pensons que ça va de soi. Parfois, on perd de vue, vraiment. Ça, je remercie les collègues d'avoir quand même relevé tout cela. Ça nous interpelle aussi. Un travail scientifique, il faut toujours une théorie quelque part, un modèle. Ça aussi, c'est des observations qui sont justes, n'est-ce pas? Il faut prendre en considération. Et donc, moi aussi, je vous félicite. Mais je ne peux pas m'arrêter là, parce que je me dis, oui, on a beaucoup développé des aspects marketing, tout cela, économétrique. Mais finalement, on ne peut pas sortir de cet endroit, n'est-ce pas, magnifique, qui nous permet de nous retrouver souvent dans ce genre de, n'est-ce pas, des occasions, pour savoir quand même quel sera alors le régime fiscal en question.
Je me suis posé cette question, on doit quand même connaître. Plusieurs partenaires se retrouvent. Plusieurs partenaires. Les termes, n'est-ce pas, qui m'ont beaucoup plu ici, il y a des mandants, des mandataires. J'allais ajouter, il y a aussi des commettants, des commissionnaires. Il y a des grandes entreprises, il y a des petites et moyennes entreprises. Ça se retrouve là. Et je dois vous dire, il y a les professions libérales, il y a des occupations lucratives. Ça, vous l'avez. Et ça, on a beaucoup discuté là-dessus. Tout cela, il y a des régimes fiscaux. Il y a des régimes fiscaux. Chaque situation, régime fiscal et régime fiscal. Alors, on ne va pas quand même sortir comme ça sans se rendre compte. Finalement, vous allez proposer quelle fiscalisation? Quel régime fiscal? Si vous pouvez un peu nous dire, en ce qui concerne ces entreprises, n'est-ce pas, les 12 là, voilà, c'est les régimes fiscaux. Les intermédiaires là, qui pratiquent marketing, n'est-ce pas, relationnel, les régimes fiscaux. Est-ce que ça tombe dans les régimes de petites et moyennes entreprises? Ça tombe dans les régimes de professions libérales ou des occupations lucratives? Vous voyez, je crois que le projet Mbimène a soulevé le problème de PME, PMI ici. Ça se comprend. Ça se comprend quelque part, parce que quand on dit les dilemmes, nous savons tous que nos PME doivent demander des crédits, il faut des garanties, des hypothèques. On leur demande même leur maison, leur ceci, cela. Ça pose problème. C'est comme si on donnait une chose et son contraire à la fois. Hein, l'État, tout cela, ce sont des problèmes. Si vous pouvez un peu nous clarifier, je vous ai plus entendu parler des occupations lucratives. Est-ce que doit-on s'arrêter seulement aux occupations lucratives? Alors, s'il s'agit des occupations, le régime fiscal en question serait quel régime? Est-ce que ça serait le régime des professions libérales, des avocats, des médecins qui évoluent pour leur propre compte, des comptables, ou ça serait le régime fiscal des commissionnaires? Parce qu'un commissionnaire ne pratique pas la profession libérale. Un commissionnaire, c'est une occupation lucrative. Alors, quid de tout cela? Si vous pouvez juste un petit résumé, ça nous plairait beaucoup. Monsieur le Président, je vous remets la parole. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous aussi merci pour avoir posé cette question à laquelle nous allons donner notre réflexion. Il semble que votre poids est en train de baisser. Donc ça va, je vais... Non, je vais redynamiser. Non, merci. Alors, je disais... Non, ça va. Alors, je disais d'abord merci beaucoup à vous, Président, pour m'avoir donné encore la parole pour la énième fois. Je tenais aussi à remercier mon promoteur, le professeur ordinaire Kola, c'est-à-dire le doyen de tous les fiscalistes de ce pays, pour avoir posé cette question très importante. Il sort aussi de l'Université pédagogique nationale. Oui. Ils sont là, ils sortent de l'Université pédagogique nationale. Est-ce que vous savez que votre promoteur est aussi secrétaire général de la comptabilité de tout le Congo? Oui, c'est lui le numéro 1, il dit le comptable. Oui, je connais. Oui. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le prime fiscal qui nous a été demandé. D'abord, mon copromoteur a soulevé l'aspect réel, c'est-à-dire il y a deux dimensions de fait. Il y a la dimension entreprise et dimension occupation lucrative des entrepreneurs. Alors, d'emblée, les entreprises des gens
sont déjà dans le régime de droit commun. Chez les entreprises, il n'y a pas beaucoup de soucis. Parce qu'il y en a déjà celles qui ont tout en règle avec l'État et qui payent leurs impôts normalement. Nous avons juste déniché 4 autres qui... Parce que vous savez, professeur, que la naissance des entreprises n'est pas conditionnée par la possession d'un numéro impôt. Et pourtant, la naissance des entreprises sont tributaires de l'enregistrement au registre des commerces et des crédits immobiliers. Et pourtant, les RCSM précèdent la demande de numéro impôt. Et ce qui fait qu'auprès des entreprises, il n'y a pas de souci sur ces points-là. C'est pourquoi nous avons juste proposé dans le cadre de ce travail, comme le numéro impôt auprès des entreprises a donné une signification énorme, une significativité énorme par rapport au modèle qui a été testé. Nous avons souhaité à ce que l'on puisse seulement accélérer les dispositions nécessaires pour octroyer les numéros impôt aux entreprises. Maintenant, du côté entrepreneur, c'est-à-dire occupation lucrative des entrepreneurs du secteur des marketing international. Alors, nous avons proposé dans ce travail qu'il convient qu'on fiscalise ces secteurs-là par un impôt à barème progressif. À barème progressif, nous l'avons même expliqué par le fait que leur revenu n'est pas le même. C'est-à-dire, l'autre peut avoir $1, l'autre 10, l'autre 20. Et du coup, un impôt progressif serait le plus adapté. Et c'est là qu'il faut choisir entre le régime des experts comptables, des avocats, et moi je souhaiterais à ce que ce soit un régime proche de celui des commissionnaires. Parce que les commissionnaires aussi, bien sûr, les commissionnaires, tout acte de commission ne donne pas les mêmes valeurs de revenus non plus. Voilà. Je crois que c'est ça en quelque sorte les éléments de réponse que je peux proposer à votre question. Professeur, le commentaire, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Vous avez la réponse. Oui, non, c'est vrai. C'est-à-dire les 12 entreprises-là appartiennent au droit commun. Payerait l'IBP, payerait la TVA, payerait tout ce qu'on peut payer, n'est-ce pas, le droit commun. Mais les intermédiaires, il faut les situer, il ne faut pas perdre de vue, le régime fiscal, des entreprises, n'est-ce pas, des petites entreprises. C'est-à-dire 1% et 2%. Selon leur activité, vente, prestation de services. Et y ajouter, comme vous avez dit, les occupations lucratives. Il faut associer les occupations lucratives. Vous savez qu'il y a une différence avec la profession libérale. L'occupation lucrative, on ne met pas trop d'intelligence par rapport à la profession libérale. L'occupation lucrative, on peut être un commissionnaire, n'est-ce pas, pratiquer une occupation lucrative. Donc les situer, essayer quand même de ramasser tous ces régimes-là à ce niveau. Je crois que ça pourrait résoudre le problème. Ce serait une bonne fiscalisation. On prendrait une globe, n'est-ce pas, tout cela, je crois que ça pourrait être. Mais sinon, voilà ce que je voulais dire. Monsieur le Président, j'ai fait compléter ce que vous avez dit. Merci. Merci beaucoup. Avec tout le respect que je vous dois, nous venons de terminer. C'est de nous laisser juste pour 5 minutes l'espace. Nous allons discuter et puis nous allons vous rappeler aussitôt.
urbaine recte bar 2016, 11 novembre, donc 16 novembre 2022, nommer les membres suivants pour le jury du mémoire de DEA, de M. Ngabiko Kaoudi, recteur de l'Université pédagogique nationale, professeur Mambaka Basso-Claude, Mbimen et Alaba Célestin, professeur Kolangos Roger, Mbouya Makalomba William et Fumuzanza Kimwanga Théodore. Nous présentons maintenant le procès verbal de la séance de délibération du diplôme d'études approfondi de M. Ngabiko Kaoudi Pierre. L'examen a consisté en 3 parties. Il y a eu l'examen final. Il y a eu la défense du mémoire qui portait sur le marketing relationnel en République démocratique du Congo, analyse et critique des occupations lucratives des entrepreneurs et aussi tous les travaux des séminaires qu'il a dû présenter. Le dernier travail donc, du mémoire a consisté principalement en l'exposé du candidat sur les principaux résultats de ses recherches et a été suivi d'un échange des questions et réponses entre les récipiendaires et les membres du jury récité. Après débat et délibération à huis clos, les différents membres du jury ont donné leurs appréciations. Au vu de leurs appréciations et de tous les résultats que nous avons compilés, M. Ngabiko Kaoudi Pierre a obtenu son diplôme d'études approfondies en sciences de gestion, option fiscalité, orientation économie appliquée avec la mention grande distinction. À Kinshasa, le 3 décembre 2022. Membres du jury, le professeur Ofumu Sanza, le professeur Nguyamba, le professeur Nkolangonze, secrétaire du jury, le professeur Mbimen et Alaba et le professeur Claude Mamba. Merci. Symboliquement, nous vous faisons porter cela. Donc maintenant, la route du doctorat est ouverte. Alors nous vous faisons porter ça de façon solennelle. Comment on le fait? Voilà. Il a un vote total. Lui, il a un vote total. Si les parents sont là, Qu'est-ce que c'est là? Ce n'est pas prévu. Le voisin, voilà, vas-y. J'empêche le professeur. Ok, ça va, on peut parler. Ok, merci.
Non, prenez, c'est déjà mal, je ne les appelle pas. What a chabou. Bon. Ça nous motive encore de vouloir travailler beaucoup plus pour aller peut-être, pourquoi pas faire la plus grande distinction à la thèse de doctorat. Je ne peux que sensibiliser et demander à nos frères, amis, connaissances et consorts de ne pas laisser les chemins de la science, parce que c'est la science qui donne la lumière, c'est la science qui éclaire la société, c'est la science qui nourrit l'avenir. Alors à ce titre-là, je ne peux que les motiver, les mobiliser, les sensibiliser et leur demander de manière proactive de se donner significativement à la science. Oui, en fait, grande distinction aujourd'hui, et c'est pas ici d'abord, net cas totoloba, mais et là on se souvient motuya, ils a au moins travail tout sali, ils a un travail à une dimension étatique, c'est-à-dire ils a travail net ilelo. Notre pays est habité face aux problèmes liés aux recettes. La maximisation des recettes pose énormément de problèmes et pourtant il y a des... Voilà. Alors, voilà, na lingala na vivoe. Pays na biso, école na biso. Ils ont un problème sérieux, il y a komatisa mosolo ya mboka. Alors natina makambwana ba secteur ezebele oyo l'État alingaki a profité nango pour komatisa recette. Alors notamment les secteurs on a marketing relationnel, surtout occupation lucrative via entrepreneur on a. Et on a tout démontré que pour fiscaliser secteur on a ils a
la probabilité à commencer recette publique d'abord et puis et aussi que l'État a une suffisance budgétaire. Voilà. Bana mboka eloko nga na kosenga ezaka ke to continuer kosala ba recherche et puis to continuer kotanga makasi to proposer pe na nzela ya classe ba solution oyo kokotombola mboka na biso. Voilà, neti bana ya mboka il faut participation aussi dans la sens on a ba réflexion et ba proposition pour ça la innovation et tout ça la post secteur on ezaki na fiscalité na pays. Jua siku kuni leo hello baby unajua siku yetu leo hello baby unajua na kuoa leo hello baby ile keki twalikata leo hello baby 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 wewe ndo sweet pie ndo machoma sweet angel my oxygen yo. Say yes I do, yes, I do. Baby yes I do, yes, I do. Say yes I do, yes, I do. Baby yes I do, yes, I do. Say yes I do, yes, I do. Baby yes I do, yes I do. Baby yes I do, yes I do. Baby yes I do. Nimekubali mwito wako tena sitola feti vile ulikubali mwito wangu ka fall in love with you. Hello, baby, I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife, but I could only tell you yes. In my head I love, I treat me like you, yes. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé. TikTokaise. Jua siku kuni leo hello baby unajua siku yetu leo hello baby unajua na kuoa leo hello baby ile keki twalikata leo hello baby 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 wewe ndo sweet pie ndo machoma sweet angel my oxygen yo. Say yes I do, yes, I do. Baby yes I do, yes, I do. Say yes I do, yes, I do. Baby yes I do, yes, I do. Say yes I do, yes, I do. Baby yes I do, Yes I do. baby yes I do. Yes I do. Baby yes I do. Nimekubali mwito wako tena sitola feti vile ulikubali mwito wangu ka fall in love with you. Hello, baby, I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife, but I could only tell you yes. In my head I love, I treat me like you, yes. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby. À partir d'aujourd'hui, rien
Je suis sa reine, il est mon roi.